on va faire le tissu musculaire strié, c'est-à-dire le muscle strié squelettique ainsi que le muscle myocardique. Donc, pour le tissu musculaire, il est constitué par des cellules spécialisées qu'on appelle les cellules musculaires ou bien myocytes. Dans la fonction principale de ces cellules, c'est la contraction. Donc, pour la répartition du tissu musculaire, on a trois types de tissu musculaire. On a le muscle strié volontaire, celui qui se trouve essentiellement au niveau des muscles squelettiques. Deuxième variété, c'est le muscle strié involontaire, c'est le myocarde qui représente la deuxième couche de la paroi cardiaque. Et enfin, le troisième type tissu musculaire, c'est le muscle lisse involontaire qui se trouve essentiellement au niveau des organes creux ainsi que la paroi vasculaire. On va faire uniquement le muscle strié, qui sont de deux types. On va faire le volontaire, puis on va entamer le strié involontaire qui est celui du cœur, la paroi cardiaque qu'on appelle le myocarde. Donc, voici une coupe schématique des trois variétés des cellules musculaires. Donc, vous avez en premier lieu, c'est la cellule musculaire striée squelettique, c'est la plus grande. Elle peut être cylindrique ou bien conique. Elle peut mesurer de quelques millimètres jusqu'à 35-34 cm. Elle peut être très, très grande. Ça, c'est une coupe longitudinale. Et à droite, vous avez une coupe transversale. Donc, ça, c'est la membrane cytoplasmique. Ça, c'est les myofibrilles qui sont responsables de la contraction en coupe transversale. Ça, c'est un capillaire sanguin. Et nota bene que la cellule musculaire striée, elle est plurinucléée, elle possède plusieurs noyaux. Et c'est lisible sur la coupe longitudinale. Donc, la cellule, elle est très grande, elle est limitée par une membrane cytoplasmique qu'on appelle sarcolème. À l'intérieur, vous avez un cytoplasme. Cet cytoplasme, il contient les organites habituels d'une cellule normale. Elle est plurinucléée. Elle possède plusieurs noyaux périphériques. Une deuxième remarque très importante, au sein de son cytoplasme, vous avez des myofibrilles qui sont responsables de la contraction de la cellule et par la suite la contraction du muscle strié. Deuxième schéma, il vous montre le deuxième type de muscle strié, c'est le muscle myocardique, c'est-à-dire celui qu'on retrouve au niveau de la paroi cardiaque et qui est responsable de la contraction du cœur. Donc ça, c'est une coupe longitudinale et à droite, vous avez une coupe transversale. Donc vous remarquez ici, voici une cellule myocardique, deuxième cellule myocardique, troisième cellule, quatrième cellule. Donc, vous remarquez, elle est un petit peu petite par rapport à la précédente. Elle est mononucléée. Chaque cellule myocardique, elle possède un seul noyau qui se trouve dans la partie centrale. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, possède des myofibrilles qui sont striées. C'est pratiquement la même chose que les myofibrilles qu'on retrouve au niveau de muscles striés. Donc, vous marquez des striations avec des bandes sombres, bandes claires, bandes sombres, bandes claires, et l'ensemble de ces myofibrilles vont former ce qu'on appelle les myofibrilles, qui sont responsables de la contraction du muscle. Une coupe transversale au niveau du myocarde, où vous allez observer trois cellules. Première cellule myocardique, deuxième, troisième. Donc, cette coupe, on a tombé au milieu des cellules, où on observe un noyau qui occupe la partie centrale de la cellule, et tout autour, vous avez les myofibrilles. C'est pratiquement la même chose qui se répète au niveau de cette deuxième cellule, toujours un seul noyau central, entouré par des myofibrilles qui sont striées avec des bandes claires et des bandes sombres. Ça, c'est une coupe faite ici, c'est-à-dire on est éloigné par rapport au noyau, dans les extrémités. C'est pour cela qu'on n'observe pas le noyau. Et vous remarquez que cette fibre, elle est vascularisée. C'est pareil pour le strié. Ils sont richement vascularisés. Et en fin de compte, vous avez le troisième type de muscle qui ne nous intéresse pas, le muscle lisse, ou là, la fibre musculaire lisse. Chaque cellule, on l'appelle cellule musculaire lisse, ou la fibre musculaire lisse, ou la myocyte. عندنا l'homomyocyte ou rhabdomyocyte, le nom spécifique. Pour le strié, la cellule, on l'appelle rhabdomyocyte. Pour le lisse, on l'appelle myocyte. Donc, les myofibrilles au niveau de la cellule myocardique et au niveau de la cellule striée squelettique, elles sont striées avec des bandes sombres, bandes claires. Ici, les myofibrilles sont homogènes. Elles ne sont pas striées avec des bandes claires et des bandes sombres. Et nota bene, ces myofibrilles sont formées par des microfilaments épais qu'on appelle myosine et des microfilaments fins qu'on appelle actines, qu'on va détailler par la suite. La description du muscle strié squelettique. Ce que vous avez ici, c'est une coupe histologique qui vous montre à gauche, vous avez des fibres musculaires striées en coupe transversale.
Ça, c'est une cellule, 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 cellule. Et de l'autre côté, à droite, vous avez des fibres musculaires ou la cellule musculaire en coupe longitudinale. Les noyaux sont toujours périphériques de la cellule. Ça, c'est le cytoplasme. Le nom spécifique du cytoplasme, on l'appelle sarcoplasme. Le nom spécifique de la membrane cytoplasmique, on appelle sarcolaire. C'est pareil pour là. Entre les cellules, vous avez un tissu conjonctif qu'on va détailler par la suite. Et ce tissu, généralement, il est richement vascularisé et innervé. Généralité, un muscle est un organe complexe entouré d'une aponévrose, d'un tissu conjonctif qu'on appelle aponévrose, dont la fonction est de se contracter ou bien se relâcher. Il comprend, c'est-à-dire un muscle strié, de quoi il est composé. On trouve 5 éléments qui forment un muscle. Vous avez premièrement, les plus importants, c'est les fibres musculaires striées. On l'appelle cellule musculaire striée, ou la fibre musculaire striée, ou la myocyte, ou la rhabdomyocyte. Deuxième élément cellulaire retrouvé au niveau du muscle strié, c'est les cellules satellites. Le rôle primordial de ces cellules satellites, c'est le remplacement des fibres musculaires striées. En cas de lésion ou d'hypertrophie ou de croissance, et nota bene, les cellules musculaires striées ne se divisent jamais. C'est des cellules post-mitotiques. Si elle est lésée, elle meurt par apoptose. Elle sera remplacée par des cellules satellites. Donc, ces cellules satellites, c'est eux qui vont permettre le renouvellement permanent des fibres musculaires striées, âgées ou lésées. Troisième élément retrouvé au niveau du muscle strié, c'est la charpente conjonctive, qu'on va détailler par la suite, où vous avez le périmysium, endomysium et l'endomysium. Vous avez quatrième élément, les vaisseaux sanguins. On trouve beaucoup de vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques dans le tissu conjonctif du muscle strié. Et dernièrement, le 5, petit 5, c'est les formations nerveuses, donc un double innervation qu'on va détailler. Vous avez l'innervation motrice et l'innervation sensitive. Donc, voici une coupe schématique d'un muscle strié. Donc, bien sûr, toujours, il est connecté à l'os par un moyen d'un tendon. Donc, voici un muscle. Il est limité par un tissu conjonctif qu'on appelle aponévrose ou la épimysium. Donc, il y a une couche conjonctivo-vasculaire qui va engainer et entourer complètement un muscle strié. On l'appelle épimysium ou bien aponévrose. À l'intérieur, vous avez beaucoup de faisceaux. Donc, à partir de cette aponévrose, il y a détachement d'un autre tissu conjonctif qui va délimiter des faisceaux. Un faisceau, 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 faisceau. Et dans chaque faisceau, vous avez plusieurs cellules. Voici un faisceau. Et la partie du tissu conjonctif qui va entourer un faisceau musculaire, on l'appelle périmysium. Périmysium, qui délimite le faisceau des fibres musculaires. Bien sûr, chaque faisceau, à l'intérieur de chaque faisceau, vous avez des milliers de cellules musculaires striées ou bien des fibres musculaires, des fibres musculaires, fibres musculaires, fibres musculaires. Et à leur tour, chaque fibre musculaire striée ou la cellule musculaire striée ou la rhabdomyocyte, elle est elle aussi entourée par un tissu conjonctif qu'on appelle endomysium. Ces tissus conjonctifs, on va détailler par la suite. C'est le mot épimysium, périmysium ou endomysium. C'est les tissus conjonctifs qui entourent les éléments constitutifs d'un muscle strié. Donc, ça, c'est un muscle strié qui est relié à un os par le moyen d'un tendon. Donc, il est engainé par un tissu conjonctif qu'on appelle épimysium ou la aponévrose. À l'intérieur, vous avez beaucoup de faisceaux. Et chaque faisceau, à son tour, il est limité par un tissu conjonctif qu'on appelle périmysium. À l'intérieur, vous avez des cellules. Cellules, 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 cellules. Donc, vous remarquez, on a ici retiré une cellule musculaire. On l'appelle fibre musculaire striée ou la cellule musculaire striée ou la myocyte ou la rhabdomyocyte. Vous remarquez que chaque cellule musculaire, elle est striée du fait qu'on observe à l'intérieur de cette cellule des bandes claires, des bandes sombres, des bandes claires, des bandes sombres qui vont former des sarcomères qui est l'unité de contraction de la cellule musculaire lisse qu'on va détailler par la suite. Le muscle strié, il est richement vascularisé ainsi que richement innervé. Voici une coupe schématique pour vous montrer les différentes cellules retrouvées au sein d'un muscle strié. Vous avez la première, c'est une fibre musculaire striée qui se trouve en bas. Elle est un petit peu grande par rapport à la deuxième qui se trouve en haut, qu'on appelle la cellule satellite.
La première, elle est caractérisée par la contraction musculaire. Elle est limitée par une membrane cytoplasmique qu'on appelle sarcolème, qu'on va détailler par la suite. À l'intérieur, vous avez un cytoplasme. Le cytoplasme de la cellule musculaire, soit lisse ou la striée myocardique. C'est la même dénomination dans les trois types de muscles. On l'appelle sarcoplasme. Vous remarquez que la cellule, elle est engainée et protégée ici par une membrane basale. Normalement, on a une endomission, tissu conjonctif, une membrane basale qui va limiter la cellule satellite, elle va limiter aussi la cellule musculaire striée. Donc, cette cellule, elle contient les organites habituels d'une cellule normale qui ne sont pas schématisés ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est la membrane cytoplasmique qu'on appelle sarcolème, le cytoplasme qu'on appelle sarcoplasme, et vous remarquez les noyaux. C'est une cellule qui possède beaucoup de noyaux. On peut aller jusqu'à 100 noyaux par cellule. Les noyaux sont aplatis et sont refoulés vers la périphérie. Donc, elle est plurinucléée, elle ne se divise jamais. Si elle est lésée, suite à un traumatisme ou à une lésion, elle sera remplacée par les cellules satellites. Vous remarquez au sein de son cytoplasme, il y a un cytosquelette très important qui est responsable de la contraction. C'est les myofibrilles. Ce que vous avez en pointillé, ça c'est une myofibrie, troisième myofibrie, etc. Donc ce que vous avez, tout ça, c'est des myofibrilles. Et dans chaque myofibrie, vous avez deux types de myofilaments, d'actine et de myosine. Donc on va détailler cette cellule musculaire. On l'appelle, vous remarquez les noms, c'est très important. Il se moha fibre musculaire striée, ou la rhabdomyocyte, ou la myocyte, ou la cellule musculaire striée. Un des quatre noms. Définition, ce sont des unités fonctionnelles du muscle strié. Il s'agit des cellules multinucléées. Donc, on trouve beaucoup de noyaux dans le cytoplasme de ces cellules. Dans le sarcoplasme, qui est le nom spécifique du cytoplasme. Donc, toutes les cellules musculaires, le cytoplasme intérieur, il se nomme le sarcoplasme. Contient, bien sûr, elle contient les organites habituels, plus les myofibrilles, qui sont striées transversalement, qu'on va détailler par la suite. La forme de ces cellules, les fibres musculaires striées peuvent être cylindriques, ou bien fusiformes, ou bien coniques. La plupart du temps, ils sont cylindriques. Les dimensions, diamètre terme entre 10 à 100 micromètres, la longueur de quelques centimètres jusqu'à 34 cm, elle peut être très très grande. Voici une coupe schématique d'une cellule musculaire striée, ou bien rhabdomyocyte ou la myocyte. Elle est limitée par une membrane cytoplasmique qu'on appelle sarcolème. Sarcolème. À l'intérieur, vous avez un cytoplasme. Le cytoplasme, on l'appelle sarcoplasme. Donc, vous remarquez que chaque cellule, elle est plurinucléée, elle possède plusieurs noyaux. Et tous ces noyaux occupent la partie périphérique. À l'intérieur, vous avez des myofibrilles. Deux myofibrilles. Il y a la première et la deuxième. Vous remarquez que les myofibrilles sont striées, où on observe des bandes claires, isotropes, des bandes sombres, anisotropes. Chaque myofibrille, elle est formée par deux types de microfilaments, les filaments fins d'actine et des filaments épais de myosine qui sont responsables de la contraction de la myofibrille, par la suite de la contraction de la cellule et par la suite de la contraction de tout le muscle. Entre les myofibrilles, vous avez la disposition des citernes de réticulum endoplasmique, surtout lisses, où se fait le stockage des ions calciques, le calcium, qui va jouer un rôle très important dans la contraction de la fibre musculaire striée, ainsi même myocardique et même lisse. Et vous remarquez aussi la présence des mitochondries. Et voici une coupe schématique au fourgossissement. Après cette myofibrie, on a fait un fourgossissement. L'alternance des disques sombres, disques clairs, disques sombres, disques clairs. Donc, voici une coupe transversale où on observe les deux types de microfilaments. Pour les filaments épais apparaît rouge, c'est les filaments de myosine. Pour les filaments qui apparaissent vert, c'est les filaments d'actine fin. Vous remarquez au sein de chaque myofibrille, vous avez ce qu'on appelle l'unité contractile de la myofibrille, c'est le sarcomère, c'est très important. Chaque myofibrille, elle est formée par des milliards de sarcomères qui est responsable de la contraction de la myofibrille et par la suite la contraction de la cellule et par la suite la contraction du muscle. La définition du sarcomère, de quoi il est composé? Il est formé par un demi-disque clair plus
un disque sombre plus un demi-disque clair, la bande I ou bien claire. Chaque bande I ou la claire, au milieu de a une strie qu'on appelle la strie Z, qu'on va détailler par la suite. C'est la même chose qui se répète pour sa deuxième bande, qu'on appelle la bande claire ou la isotrope. Chaque bande claire, au milieu, elle est divisée en deux demi-disques. Un demi-disque gauche, un demi-disque droit. Donc, la ligne qui divise chaque bande claire, on l'appelle la strie Z. La structure de la cellule musculaire, donc elle est limitée par une membrane cytoplasmique qu'on appelle sarcolaire, donc le nom spécifique de la membrane cytoplasmique de la fibre musculaire striée, ou la lisse ou la myocardie. On l'appelle sarcolaire. Les noyaux sont périphériques, ovalaires, avec une longueur de 8 à 10 micromètres de diamètre. Le nombre est très important, on peut aller une dizaine, une centaine de noyaux par cellule, et c'est une cellule qui ne se divise jamais. C'est la même chose pour le myocarde. Par contre, la fibre musculaire lisse, elle peut se diviser. Le sarcoplasme, c'est le cytoplasme. Il donne sa couleur aux muscles. Les muscles striés sont des muscles rouges. Pourquoi rouges? Parce qu'elles sont riches en pigments qu'on appelle myoglobine. Le muscle strié, il est très riche en pigments respiratoires qu'on appelle myoglobine. C'est la même dénomination et la même structure qui met l'hémoglobine retrouvée au niveau du globule rouge. Le myoglobine et l'hémoglobine, c'est pour permettre le stockage de l'oxygène et du CO2. Donc, le muscle strié, il est très riche en myoglobine. Il apparaît rougeâtre. C'est pour cela le muscle strié apparaît rouge du fait qu'il est très riche en myoglobine. Et ce myoglobine apparaît très, très rouge. C'est pour cela le muscle strié apparaît rouge. Par rapport au muscle lisse qui apparaît moins rouge du fait qu'il est pauvre en myoglobine. On trouve aussi l'appareil de Golgi qui se trouve toujours à côté du noyau. On trouve aussi des vacuoles lipidiques et du glycogène dans le cytoplasme. On trouve des mitochondries à côté de la membrane cytoplasmique et à l'intérieur entre les myofibrilles. On trouve de myoglobine, c'est un pigment rouge que je viens d'expliquer, proche de l'hémoglobine, qui permet la fixation de l'oxygène apporté par le sang. Puis le 7 aux mitochondries. On trouve le myoplasme. C'est quoi le myoplasme? C'est la définition de l'ensemble des myofibrilles. Donc, l'ensemble des myofibrilles vont former ce qu'on appelle myoplasme. Donc, la définition du myoplasme, c'est quoi? C'est l'ensemble des myofibrilles retrouvées dans la fibre musculaire striée, ou la lisse ou la myocardique. C'est la même chose. Donc, pour le réticulum endoplasmique, il y a les deux. Vous avez le réticulum endoplasmique granulaire et le réticulum endoplasmique lisse. Mais la prédominance, surtout pour le lisse, donc pour la fibre musculaire lisse, ou la myocardique, ou la striée, la prédominance est en réticulum endoplasmique lisse. Notre schéma explicatif, vous avez une coupe longitudinale de myofibrilles. Vous avez une première myofibrie, deuxième myofibrie, en coupe longitudinale. À l'intérieur, on trouve des filaments épais de myosine et des filaments fins qui ne sont pas visibles d'actine. C'est pour vous montrer le système triade, la triade. Donc, chaque triade, elle est formée par des citernes de réticulum endoplasmique, des premières citernes. En bas, la deuxième citerne. Le rôle primordial de réticulum endoplasmique lisse par l'intermédiaire de ces citernes, c'est le stockage des ions calciques qui va jouer un rôle très important dans la contraction de la myofibrie, par la suite de la cellule et par la suite de tout le muscle. La triade, c'est spécifique de la cellule musculaire striée. On ne trouve pas de triade pour la cellule musculaire lisse. Par contre, pour le myocarde, on trouve une diade, c'est-à-dire la cellule musculaire striée. Comme une citerne, une tubule T, invagination de la membrane cytoplasmique, et une deuxième citerne. Pour le myocarde de la paroi cardiaque, on trouve uniquement deux. Une invagination avec une seule citerne. Quand on parle de triade, vous êtes au niveau du muscle strié squelettique, où vous avez deux citernes de réticulum endoplasmique de part et d'autre, la première en haut, la deuxième en bas, et entre les deux citernes, vous avez une invagination, c'est-à-dire la membrane titrole, le contrôle évagination. Par contre, titrole, une invagination de la membrane cytoplasmique. Et lorsque l'onde de dépolarisation arrive au niveau de la fente synaptique, elle va sauter au titrole la tubule T. Lorsque l'onde de dépolarisation va pénétrer ici, elle va stimuler les citernes de réticulum endoplasmique lisse pour qu'ils relâchent, pour qu'ils libèrent
le calcium, les ions calciques, lorsqu'ils vont sortir, ils vont pénétrer dans les myofibrilles, ils vont se fixer sur la molécule de troponine qui se trouve dans les filaments fins. Ils vont provoquer par la suite la contraction de la myofibrille, par la suite de la cellule et par la suite de tout le muscle. Et lorsque la contraction se termine, ces ions calciques, la myofibrille, ils vont sortir ou ils vont regagner le réticulum endoplasmique par l'intermédiaire de la pénétration dans ces canalicules. Donc, il y a un seul réticulum endoplasmique lisse. Il est formé par 2 citernes et des canalicules. On a le premier en haut qui n'est pas visible, uniquement on voit une seule citerne avec quelques canalicules. Dans la partie intermédiaire, c'est le deuxième réticulum endoplasmique lisse. Ce réticulum endoplasmique lisse, il est formé par 2 citernes terminales, citerne terminale en haut, citerne terminale en bas. Entre les 2 citernes, vous avez un syncytium de canalicules. Lors de la contraction, lors de l'arrivée de l'onde de dépolarisation qui va provoquer la contraction, cette onde, elle va stimuler la libération des ions calciques qui étaient stockés dans le citerne de réticulum endoplasmique lisse, de part et d'autre de la tubule. Maintenant, on va parler de la charpente conjonctive qui entoure le muscle strié. Donc, on a divisé en 3. Donc, le tissu conjonctif, il est réparti en 3 types. Aponévrose ou bien émission, c'est quoi? C'est le tissu conjonctif qui va entourer tout le muscle. Le périmysium, c'est quoi? C'est le tissu conjonctif qui entoure un faisceau, qui peut être primaire ou la secondaire ou la tertiaire. Ça dépend de la taille du faisceau. Et en fin de compte, vous avez l'endomysium, c'est quoi? C'est le tissu conjonctif qui entoure la cellule musculaire, ou là la fibre musculaire, ou la rhabdomyocyte. Voici une coupe schématique d'un muscle strié pour vous montrer la charpente conjonctive. Donc la partie du tissu conjonctif qui va engainer et qui va protéger tout le muscle, on l'appelle épimysium. Épimysium, c'est le tissu conjonctif qui va entourer tout le muscle. On l'appelle épimysium ou l'aponévrose et qui va donner de la gélatine, les fibres conjonctives qui se trouvent ici. Si on fait chauffer le muscle, vous sentez qu'il y a comme de la colle. Maintenant, à partir de cette épimysium ou l'aponévrose, il y aura le détachement d'un tissu conjonctif qui va entourer des faisceaux. Un faisceau, selon la taille. Si vous avez des faisceaux de gros volume, on les appelle des faisceaux primaires. Les moyens, c'est secondaire, et les petits, c'est tertiaire. Donc, à l'intérieur de chaque faisceau, vous avez des cellules. C'est-à-dire une cellule musculaire. C'est-à-dire cellule. Donc, voici les limites à la cellule. C'est-à-dire une cellule musculaire striée. Deuxième cellule musculaire striée. Troisième cellule musculaire striée. À l'intérieur, vous avez des myofibrilles. Myofibrilles, ça c'est le sarcoplasme. Ça c'est la membrane cytoplasmique qu'on appelle sarcolemme. Donc chaque faisceau, il est entouré par un tissu conjonctif qui a un nom spécifique qu'on appelle périmysium. Donc c'est quoi le périmysium? C'est la partie de tissu conjonctif qui va entourer un faisceau musculaire. Et à l'intérieur, chaque cellule, elle est entourée à son tour par un tissu conjonctif qu'on appelle endomysium. Donc, l'endomysium, c'est quoi? C'est le tissu conjonctif qui entoure la cellule musculaire. Périmysium, c'est quoi? C'est le tissu conjonctif qui entoure un faisceau musculaire. Et l'épimysium, c'est quoi? C'est le tissu conjonctif qui entoure tout le muscle. On l'appelle épimysium ou la aponévrose. C'est la même chose. Et nota bene, vous remarquez, on peut trouver des tissus adipeux. Il y a beaucoup de tissus adipeux, de la graisse dans le muscle. Qu'on trouve beaucoup de vaisseaux sanguins. Donc, un tissu musculaire strié, il est richement vascularisé et innervé. Les artères et les veines, on les observe au niveau de l'épimysium, périmysium et l'endomysium. Par contre, les vaisseaux lymphatiques, elles sont absentes les endomysiums. On ne trouve pas de vaisseaux lymphatiques à côté des fibres musculaires striées, c'est-à-dire à l'intérieur du faisceau. Et il est richement innervé. On trouve des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques et des fils nerveux, avec double innervation motrice et sensitive qu'on va détailler par la suite. Voici ici 2 coupes du myofibrille au repos, une myofibrille en contraction. Une myofibrille. Donc, une nota bene, ici, on a pris un fort grossissement des microfilaments. Donc, ce que vous avez en vert, c'est les microfilaments d'actine, les filaments fins. En marron, c'est les filaments épais de myosine. Ici, c'est la même chose, les filaments fins. Normalement, on a un disque clair, isotrope, un disque sombre, anisotrope, un disque clair, isotrope. Normalement, on a un disque clair au complet. On a dinari la moitié.
du fait qu'il y a de la ligne qu'on appelle la strie Z. Cette strie Z va diviser le disque clair en deux demi-disques clairs pour vous expliquer l'intérêt et le rôle du sarcomère. Chaque sarcomère qui est l'unité contractile de la myofibrie. C'est très important le sarcomère. Chaque sarcomère, par définition, il est formé par un demi-disque clair, plus un disque sombre complet, plus un demi-disque clair. Ici, vous avez une myofibrie au repos. Deuxième schéma, c'est pour vous montrer lors de la contraction musculaire. Vous marquez le déplacement. Deuxième schéma, c'est pratiquement la même chose. Donc, il y a un raccourcissement du sarcomère dans la contraction. Donc, lors de la contraction musculaire, vous avez un raccourcissement des myofibrilles. Et si on va faire une coupe vue au microscope électronique, lors de la contraction de la myofibrille, vous avez un glissement des bandes claires et les disques sombres restent intacts. Il n'y aura aucun changement. Vous remarquez, lors de cette contraction, les filaments fins vont glisser entre les filaments de myosine. Les points d'insertion du muscle, généralement, le muscle se fixe à un os, soit par le tendon, ou la l'aponévrose, ou la tissu conjonctif, ou la périconte. Ça dépend où il existe. La myofibrille, structure au microscope optique et microscope électronique. La disposition, voici le schéma qui se répète. Ça, c'est la microscopie optique, la microscopie électronique. La myofibrille, on a dit qu'elle est striée. Elle est formée par des disques clairs, disques sombres, disques clairs. Chaque disque clair, il est divisé en deux demi-disques clairs. Donc, disque clair, on l'appelle disque. Ou la bande, c'est la même chose. On l'appelle bande I ou la disque I. Chaque bande, elle est divisée par une ligne qu'on appelle la ligne Z ou la strie Z. Au milieu, vous avez la bande A ou la disque A, c'est-à-dire anisotrope. Au sein de cette bande A anisotrope, vous avez au milieu, vous avez une bande plus ou moins claire qu'on appelle la bande H. Celle-là, elle est appelée bande H. Au milieu de chaque bande H, vous avez une ligne qu'on appelle la ligne M. Donc ça, c'est la définition du sarcomère. Ça, c'est microscopie optique. Celle-là, microscopie électronique. Vous avez les deux microfilaments. Donc, les microfilaments fins sont colorés en noir. Hadi strie Z. Hadi la bande claire, isotrope. La bande claire, isotrope. Ce qui nous intéresse, c'est le sarcomère. Chaque sarcomère, il est formé par un demi-disque clair, plus un disque complet sombre, anisotrope, plus un demi-disque clair. Maintenant, on va faire des coupes. Celle-là, une coupe A, coupe transversale, celle-là, pour voir la disposition de ces microfilaments. On va faire une coupe ici, au niveau B, celle-là, coupe transversale, et la dernière coupe au niveau du disque clair. Donc, les deux, ici, le A ou le B, au niveau du disque sombre. C, au niveau du disque clair I. Donc, on va commencer par la première au niveau de A, la coupe A, une coupe transversale. Vous remarquez la disposition. Ce que vous avez en rouge, c'est les microfilaments de myosine, en rouge. Les microfilaments de myosine. C'est pour voir leur disposition. Et tout autour, vous avez en noir, c'est les microfilaments fins d'actine. On va faire une deuxième coupe au niveau de la bande H. Celle-là. Vous remarquez au niveau de la bande H, mais cache les microfilaments fins. Donc, on voit uniquement les microfilaments épais de myosine. Et on va se diriger vers la bande I, isotrope. On va faire une coupe transversale. Vous remarquez l'existence uniquement des microfilaments fins d'actine. Donc, vous remarquez les limites des microfilaments fins. Les microfilaments fins comme des doigts de gants, comme des gants. Donc, les microfilaments, ils sont de la bande H. Maintenant, le début des microfilaments de myosine, ils sont au milieu, la bande M, la ligne M. C'est un microfilament de myosine. Deuxième microfilament de myosine. Ils vont s'accoler au milieu de la bande H et plus spécifiquement au niveau de la ligne M. Lors de la contraction, vous avez un glissement par l'intermédiaire de ces têtes. Une nota bene, vous remarquez ici que je vais détailler par la suite, au niveau de chaque microfilament de myosine qui apparaît rouge, vous avez des petites têtes. Donc ces têtes
lors de la contraction, ils vont se rattraper, ils vont s'attacher aux microfilaments fins, ils vont permettre le glissement, ils vont faire pénétrer les microfilaments fins vers le centre des bandes A. Donc, lors de la contraction, vous avez le raccourcissement de cette partie, le raccourcissement de cette partie, le raccourcissement de cette partie et le raccourcissement de cette partie. Par contre, les filaments de myosine restent à leur place. Pourquoi? Parce qu'il y a un glissement de ces filaments entre les filaments de myosine. Donc, il y a un raccourcissement au niveau de la bande I, comme il y a un raccourcissement au niveau de la bande H. Vous remarquez la même disposition, la strie Z, les microfilaments de myosine épais toujours au milieu, les microfilaments fins d'actine à la périphérie. Et lors de glissement, de part et d'autre, il y aura le glissement des filaments fins qui vont pénétrer. En pénétrant, il y aura le raccourcissement du disque I, comme il y aura le raccourcissement de la bande où il y a le disque H. Par contre, la bande A reste inchangée lors de la contraction musculaire. C'est les disques I, ainsi que la bande H, ainsi que le disque I, c'est eux qui vont subir un raccourcissement en pénétrant à l'intérieur du sarcomère. Donc, voici un microfilament épais de myosine. Ça, c'est le milieu. Vous avez le premier à droite, l'autre à gauche qui vont s'unir au niveau de la ligne M. Normalement, la bande H, la inaya. Donc, vous marquez au sein de chaque microfilament fin de myosine, vous avez des têtes qui vont se fixer sur les filaments d'actine. Et ces têtes vont jouer un rôle primordial lors de la contraction. Donc, l'ATP, lorsqu'elle vient, elle va se fixer sur ces têtes, puis elle aura la fixation des têtes sur les filaments d'actine. Ben, l'ATP, elle sera hydrolysée en ADP, et l'ADP, elle va provoquer le glissement des microfilaments fins sur les filaments épais. Maintenant, on va parler en grandé de la vascularisation. Donc, la vascularisation sanguine, elle est assurée par un réseau capillaire amer et rectangulaire, envoyé des ramifications dans le pyrémission, puis dans l'endomission. Donc, vous remarquez que la vascularisation sanguine, elle pénètre jusqu'au endomission. En ce qui concerne les vaisseaux sanguins avec leurs capillaires, c'est-à-dire artères et veines, et un réseau capillaire, on peut avoir une ramification terminale jusqu'à l'endomission. Par contre, la vascularisation lymphatique, elle se termine uniquement dans le pyrémission. Maintenant, on va parler en grand 2 de l'innervation du muscle strié. Un double innervation. Innervation motrice en petit 1, puis en petit 2, l'innervation sensitive. On va commencer par l'innervation motrice des fibres musculaires striées. Vous avez la plaque motrice. Définition de la plaque motrice. En petit a, elle réalise une synapse axosomatique, c'est-à-dire entre un axone et une cellule musculaire striée, responsable de la transmission de l'effet nerveux à la fibre musculaire striée. Donc, vous avez une coupe schématique, vous avez 2 schémas ici. Vous avez la plaque motrice et vous avez l'unité motrice. Voici une plaque motrice, c'est l'association d'un synapse axosomatique. Donc, au haut, vous avez un axone appartenant à un motoneurone de type alpha qui se trouve au niveau de la corne antérieure. Donc, le muscle strié, en ce qui concerne l'innervation motrice, il est innervé par des neurones type motoneurone alpha, c'est-à-dire les neurones qui se trouvent au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière. Ça, c'est l'axone, ça, c'est la région présynaptique. Puis, vous avez en bas la fibre musculaire striée. Ça, c'est le sarcolème, ça, c'est le sarcoplasme, ça, c'est les noyaux périphériques. Donc, cette association entre l'axone ainsi que la fibre musculaire va former ce qu'on appelle la plaque motrice. La plaque motrice. Schéma à gauche, vous avez ici 4 fibres musculaires striées. Première fibre, deuxième fibre, troisième fibre, quatrième fibre. Je reprends, on les appelle fibres musculaires striées, ou la cellule musculaire striée, ou la rhabdomyocyte, ou la myocyte. De l'autre côté, vous avez l'arrivée d'un axone primaire qui est avec gaine du myéline. Lorsque l'axone primaire va pénétrer dans le muscle, il va donner plusieurs arborisations secondaires. Il va donner des ramifications. Voici une plaque motrice, deuxième plaque motrice, normalement troisième plaque motrice, quatrième plaque motrice. L'ensemble des plaques motrices innervées par un seul motoneurone va former ce qu'on appelle l'unité motrice. Au microscope optique, vous avez l'axone, généralement secondaire. Ça, c'est la région présynaptique de l'axone, qui est riche en vésicules, et ces vésicules sont très riches en neurotransmetteurs. Le neurotransmetteur
spécifique retrouvée au niveau de la plaque motrice qui est responsable de la conduction de l'effet nerveux à la fibre musculaire striée, l'acétylcholine. Donc, le neurotransmetteur principal retrouvé au niveau de la région présynaptique qui permet la conduction de l'effet nerveux de la fibre nerveuse à la fibre musculaire, il est riche en acétylcholine. Donc, ça, c'est la région présynaptique. On l'appelle région présynaptique ou le bouton synaptique. Ça, c'est le premier élément de la plaque motrice. Le deuxième élément de la plaque motrice, c'est cet espace qui sépare la cellule nerveuse, l'axone, de la fibre musculaire. On appelle la fente synaptique. Et enfin, la troisième région qui se trouve au-dessous de la fente synaptique, c'est la région postsynaptique qui appartient à la fibre musculaire. Donc, trois éléments qui forment la plaque motrice dans l'innervation neuromusculaire. Ça, c'est la microscopie électronique. Toujours la même chose qui se répète. La plaque motrice vit au microscope électronique. Vous avez l'axone avec la gaine du myéline, la gaine de Schwann et la membrane basale, la gaine de Henle. Ça, c'est le bouton synaptique, la région terminale qu'on appelle la région présynaptique ou le bouton synaptique. Ça, c'est la fente synaptique primaire. On peut ajouter, il y a des petites invaginations ici au niveau de la membrane cytoplasmique de la fibre musculaire striée, ce qu'on appelle les fentes synaptiques secondaires. Le potentiel d'action arrive, il va provoquer la libération des vésicules synaptiques qui vont décharger leur acétylcholine au niveau de la fente synaptique. L'acétylcholine va être libérée dans la fente synaptique, elle va se fixer sur les sites récepteurs se trouvent dans la membrane cytoplasmique de la fibre musculaire striée et elle va provoquer la propagation d'un potentiel d'action. Voici la propagation, elle va sauter cet influx nerveux. Lorsqu'il va pénétrer dans la fibre musculaire striée, il va sauter dans les tubules. Voici un tubule T. Tubule T de la membrane cytoplasmique de la fibre musculaire striée. Donc, ce tubule, lors de la propagation de cet influx nerveux, il va pénétrer dans le tubule T. On a dit que de part et d'autre de ce tubule T, vous avez les saccules de réticulum endoplasmique lisse où se fait le stockage. Donc, cette propagation de l'influx nerveux, il va stimuler les saccules terminales où se fait le stockage du calcium. Il y aura la libération du calcium. Le calcium, il va pénétrer dans le sarcoplasme, il va pénétrer dans la myofibrie et par la suite, il va provoquer le glissement des filaments fins sur les filaments de myosine d'actine et par la suite, c'est la contraction de la myofibrie. Une unité motrice, c'est l'ensemble des fibres musculaires striées innervées par un seul motoneurone. Donc, هذه la moelle épinière, la corne postérieure, la corne antérieure. Donc, toujours, le muscle strié, il est innervé par un motoneurone qui se trouve au niveau de la corne antérieure. Donc, l'axone primaire. L'axone primaire qui contrôle le muscle, il va donner plusieurs arborisations qu'on appelle des axons secondaires. Donc, sur ce schéma, vous avez trois axons secondaires, axons secondaires, axons secondaires. Chaque axon secondaire va permettre l'innervation d'une cellule musculaire. Vous avez trois cellules, trois axons secondaires. Maintenant, l'ensemble des plaques motrices innervées par un seul motoneurone va former ce qu'on appelle l'unité motrice. Maintenant, on a terminé la description de la plaque motrice ou de l'innervation motrice. On va passer à l'innervation sensitive du muscle strié. Il y a deux types d'innervation. Un est le fuseau neuromusculaire ou l'organe neurotendineux de Golgi. Le plus important est le fuseau neuromusculaire. Définition, c'est quoi le fuseau neuromusculaire? Ce sont des mécanorécepteurs qui répondent spécifiquement aux variations passives ou actives de la longueur du muscle. La structure terre, de quoi est composé ce fuseau neuromusculaire? Forme allongée, renflée dans la partie moyenne, il comprend quoi? Il est enveloppé par une capsule conjonctive. Cette capsule conjonctive, elle va délimiter un espace. Dans cet espace, vous avez des fibres musculaires très petites, qu'on appelle les fibres musculaires intrafusables, c'est-à-dire qui se trouvent à l'intérieur du fuseau. Donc, ce fuseau contient des cellules spécifiques. Elles sont très petites aux cellules musculaires qui se trouvent dans le muscle. Et nota bene, vous avez deux dénominations dans le muscle. Vous avez des fuseaux musculaires intrafusables et des faisceaux ou là, des fibres musculaires extrafusables. Les fibres musculaires intrafusables, c'est des petites fibres musculaires striées qui se trouvent à l'intérieur du fuseau neuromusculaire. Par contre, les fibres musculaires extrafusables,
c'est les grandes fibres musculaires lisses qui se trouvent dans le muscle, en dehors du fuseau neuromusculaire. Donc, les fibres musculaires intrafusables, c'est les fibres spécifiques retrouvées à l'intérieur du fuseau neuromusculaire. Par contre, les fibres musculaires extrafusables, c'est les grandes fibres musculaires qui se trouvent dans le muscle et qui n'ont rien à voir avec le fuseau neuromusculaire, qui se trouvent à l'extérieur du fuseau neuromusculaire, c'est-à-dire dans le muscle strié. Maintenant, pour variété de fibres musculaires qui se trouvent à l'intérieur du fuseau. Vous avez deux types. Il y a des fibres musculaires à sac nucléaire, il y a des fibres musculaires intrafusables à chaîne nucléaire. À sac nucléaire, c'est-à-dire sont gonflés au milieu, et à chaîne nucléaire sont effilés, ils ne sont pas gonflés au milieu. Bien sûr, ce fuseau neuromusculaire, il est connecté à des terminaisons sensitifs primaires et secondaires. On n'a pas schématisé le muscle. On a schématisé uniquement le fuseau neuromusculaire. C'est un organite qui est très très petit, qui se trouve à l'intérieur du muscle, entre les fibres musculaires striées. Le fuseau neuromusculaire, c'est un petit organite qui permet l'innervation sensitive du muscle strié. De quoi est composé le fuseau neuromusculaire? Il est composé par une capsule faite par des fibres de collagène qui apparaissent vertes. Cette capsule, elle va délimiter un petit espace qui se trouve à l'intérieur du fuseau neuromusculaire. Maintenant, à l'intérieur, vous avez des cellules spéciales, mais c'est des fibres, c'est des cellules musculaires striées, mais qui sont très petites par rapport aux cellules musculaires striées extrafusables, qui ne sont pas visibles sur le schéma. Maintenant, dans le fuseau neuromusculaire, vous avez deux types de cellules intrafusables. Sur ce schéma, vous avez trois types. Le nombre de 3 à 14. Généralement, on trouve 10, 12, 13, 14. Mais sur ce schéma, vous avez deux cellules intrafusables à chaîne nucléaire qui ne sont pas reflées au milieu. Vous avez une seule cellule musculaire striée intrafusable à sac nucléaire. Donc, l'IgA dilaté au milieu, il se nomme les cellules à sac nucléaire. L'IgA effilé au milieu, il se nomme à chaîne nucléaire. De part et d'autre, vous avez les myofibrilles qui sont striées. Donc, la partie centrale, elle est occupée par le noyau, et les parties périphériques, vous avez les myofibrilles. Donc, vous marquez que ces cellules intrafusables ont la structure un petit peu différente par rapport aux cellules qui se trouvent dans le muscle, qui ne sont pas visibles sur ce schéma. Maintenant, ce fuseau neuromusculaire, le rôle primordial, c'est qu'il va renseigner le système nerveux central sur l'état d'étirement vers le muscle pour éviter la déchirure. Donc, nota bene, au sein de ce fuseau neuromusculaire, vous avez deux fibres. Il y a des fibres sensitives primaires, il y a des fibres sensitives secondaires. Donc, les fibres sensitives primaires, ils vont faire une arborisation avec les fibres à chaîne nucléaire et à sac nucléaire. Donc, les fibres primaires dépendent des fibres nerveuses de type A, c'est-à-dire elles sont plus ou moins épaisses. Le diamètre terme entre 12 à 22 micromètres, à conduction rapide. C'est-à-dire il y a des fibres sensitives efférentes qui vont transmettre l'état d'étirement du muscle vers le système nerveux, et c'est des fibres plus ou moins épaisses, c'est-à-dire possèdent la gaine du myéline. Par contre, les fibres secondaires dépendent des fibres nerveuses de type 2. Le diamètre terme, il est fin, de 4 à 12 micromètres par rapport aux primaires. Elles sont inconstantes et s'entourent principalement au niveau des cellules à chaîne nucléaire. Primaire, il y a les deux types de cellules, avec les sacs et les chaînes nucléaires. Et c'est des fibres nerveuses plus ou moins épaisses. Par contre, vous avez un deuxième type de fibres nerveuses efférentes sensitives, il se termine uniquement sur les cellules à chaîne nucléaire. Deuxième organite, on va passer en petit b, l'organe neurotendineux de Golgi. Donc le premier, le fuseau neuromusculaire, se trouve essentiellement dans le muscle. Il se trouve entre les fibres, c'est-à-dire il est entouré par les fibres musculaires striées. Le deuxième organite qui va renseigner le cerveau sur l'état d'étirement, c'est le tendon. Vous allez sentir une douleur lors de l'étirement. Donc, il y a l'intervention du système nerveux par le même principe, un faisceau sensitif, une bande moteur, qui va relâcher le tendon et éviter la déchirure du tendon. Donc, il s'agit d'une formation encapsulée qui se trouve dans le tendon, ou là entre le tendon et le muscle. Localisation, donc il peut être localisé soit dans le tendon, soit la jonction myotendineuse, c'est-à-dire entre le tendon et le muscle. Mais la relation tertiaire, surtout avec le tendon.
C'est toujours lors d'un étirement du tendon pour éviter la déchirure. C'est le même principe. Il y a des faisceaux sensitifs efférents qui vont renseigner le système nerveux central sur l'état d'étirement du tendon. Il y a l'intervention des motoneurones gamma qui vont provoquer le relâchement du tendon pour éviter l'éclatement et la déchirure du tendon. Donc ça, c'est le schéma de l'organe neurotendineux de gauche. C'est le même principe. Maintenant, on va parler de la contraction. Donc ça, c'est un muscle. Vous remarquez, la contraction, elle va provoquer un raccourcissement du muscle strié. Donc vous avez le calcium accumulé dans le réticulum sarcoplasmique, surtout lisse. Il va libérer cette calcium et le calcium va rentrer en contact avec les myofilaments d'actine et de myosine. Donc on va expliquer un petit peu comment se fait la contraction du muscle. Donc vous avez une synapse axosomatique où on a une plaque motrice. Au haut, vous avez un axone. Ça, c'est le bouton synaptique ou la région présynaptique. Donc, lorsque l'influx nerveux arrive, il va provoquer la décharge des vésicules contenant de l'acétylcholine. L'acétylcholine, elle est déversée dans la fente synaptique primaire, mais elle va pénétrer dans les fentes synaptiques secondaires. Elle va se fixer sur des sites spécifiques de l'acétylcholine. Donc, lorsque l'influx nerveux il arrive, il y aura une décharge de l'acétylcholine. L'acétylcholine va se fixer sur les sites récepteurs de l'acétylcholine. Donc, elle va provoquer un potentiel d'action qui va sauter dans les tubules T, une membrane cytoplasmique de la cellule musculaire striée qu'on appelle sarcolème. C'est le sarcoplasme. Donc, vous remarquez ici, on a pris la triade. La triade, elle est formée par l'invagination de la membrane cytoplasmique. Et de part et d'autre, vous avez les saccules de réticulum endoplasmique lisse. Au repos, vous avez le calcium, il est stocké dans le réticulum endoplasmique lisse, dans les citernes de réticulum endoplasmique lisse, le calcium en rouge, en violet. Lorsque l'onde de dépolarisation arrive, elle va pénétrer dans l'invagination ou le tubule T, elle va provoquer la libération du calcium qui était stocké dans les citernes. Ce calcium passe dans le sarcoplasme. Il va se diriger vers la myofibrie. Une myofibrie. Mais spécifiquement, ce calcium, il va se fixer sur les filaments fins. Donc, je reprends. Potentiel d'action, libération de l'acétylcholine va être libérée dans la fente synaptique, elle va être passée dans les sites récepteurs de l'acétylcholine. Potentiel d'action, il va passer à travers les tubules T. Ces tubules T vont induire la libération du calcium qui était stocké dans le sarcoplasme lisse. Le calcium passe dans le sarcoplasme, il va se diriger vers le myofibrie. Ce calcium, il va se fixer sur la molécule de troponine de type C. Et on va voir par la suite cette troponine, comment elle va provoquer la contraction. Voilà. On a comme les deux filaments. En bleu, c'est les filaments fins d'actine. En rose, c'est les filaments de myosine. Donc, première étape au début du cycle, la tête de myosine fixée à l'actine forme un angle de calcium environ 45 degrés. Donc, le calcium, lorsqu'il va pénétrer dans la myofibrie, le calcium qui est libéré par le sarcoplasme lisse, il va pénétrer dans la myofibrie, il va se fixer sur la troponine C. La troponine C. Vous remarquez que la tête de la myosine est fixée. Donc, il y aura un changement de configuration lorsque le calcium il va se fixer ici sur la troponine. Il va libérer la tête de la myosine par rapport à l'actine. L'ATP, deuxième étape. L'arrivée de l'ATP, elle va reprendre, elle va se fixer sur la tête de myosine, elle va provoquer la liaison de la tête de myosine avec les filaments d'actine. Il y aura l'hydrolyse une fois que l'ATP elle a fixé à la tête de l'myosine, elle va de nouveau permettre la fixation de la tête de l'myosine à le filament d'actine. Il y aura l'hydrolyse de l'ATP en ADP plus phosphate inorganique. Et cette ADP, elle va provoquer de nouveau, elle va revenir, elle va permettre la fixation de la tête de l'myosine. Et par la suite, vers la fin, cette ADP, il y aura dégagement d'une énergie où il y aura un glissement. Il y aura les filaments fins, ils vont glisser entre les filaments épais. Donc, pendant la contraction musculaire, ces filaments fins qui vont glisser entre les filaments épais.
Donc, au cours de la contraction musculaire, les bandes A restent inchangées. Les filaments épais de myosine restent à leur place. Ils ne subissent aucune modification. Par contre, par l'intermédiaire des têtes de myosine en rapport avec l'ADP qui vient de se fixer, cette ADP, elle va se fixer, elle va permettre la fixation de la tête de myosine avec le filament d'actine. En même temps, elle va provoquer le glissement et la pénétration des filaments fins à l'intérieur du sarcomère.